Mais je me suis jamais prétendu auteur, écrivain. J'ai pas la plume de Colette. Je me suis jamais senti un grand écrivain. Mais par contre, grâce à mon métier d'acteur, grâce à mon oralité, j'aime bien raconter et transmettre des histoires. C'est mon métier finalement de raconter des histoires, que ce soit avec mon métier d'acteur ou avec ma plume d'auteur. Mais mon ambition première, c'est d'aller observer les choses. Et si je suis passionné par l'histoire, c'est parce que je suis curieux et parce que pour moi, il n'y a pas de territoire perdu par l'histoire. Tout est histoire, tout est une histoire. Ça a été forgé par des hommes, qu'ils soient illustres ou méconnus, grands ou anonymes. Finalement, cette route des illustres, c'est l'arbre qui cache la forêt d'une foule de rencontres incroyables qui vous attendent, quoi. Parce qu'il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de zone blanche. Tout est riche, tout est innervé, tout est profondément écrit par des générations et des générations d'hommes qui ont fait ce jardin merveilleux dans lequel on évolue et qui s'appelle la France et dans lequel on est libre de se déplacer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, à l'occasion du confinement, on a pu mesurer ce que ça faisait tout d'un coup d'être cloîtré chez soi. Eh bien, c'est pas le cas. On a la possibilité de bouger, de se déplacer. Et c'est tout l'enjeu de cette route des illustres, c'est d'inviter les gens à se déplacer et d'aller se rendre compte par eux-mêmes à quel point il y a de belles histoires, de belles merveilles à aller découvrir. Et surtout ici, dans le Loiret. Parce que moi qui suis très attaché à mon histoire, peut-être plus à l'histoire de l'Ancien Régime qu'à l'époque contemporaine, voilà, chacun ses goûts, chacun ses marottes. L'histoire de France, elle s'est écrite dans le Loiret. Il faut savoir que la première grande route de ce qui va devenir la France, c'est la route de Paris à Orléans. Donc c'est la future N20 qui, avant qu'elle devienne la N20 en faisant un petit détour du côté d'Étampes, elle fait un petit crochet à cause d'un seigneur qui était un fumier, qui était le seigneur de Méréville, il rançonnait tout le monde, le mec. Donc le roi de France de l'époque, il s'appelait Louis VI le Gros, il est venu le voir, il fait « Dis donc, t'arrêtes de foutre le bordel ». Et le mec fait « Non, 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 je te reconnais pas, je m'en fous, tiens, laisse ton cheval ». « Non, non, je suis le roi, t'es rien du tout, tu laisses ton cheval, tu repars à pied ». Et donc c'était encore, voilà, c'était la féodalité, c'était un sacré chaos, mais petit à petit les choses se sont homogénéisées, elles se sont étendues, élargies, et il y a un royaume de France qui est apparu, mais la première grande ligne, la première grande route de ce qu'allait devenir la France, c'est ce sillon, cette future nationale 20 qui allait de Paris à Orléans. Donc on est au cœur de l'histoire dans le Loiret. Et ça remonte à l'histoire de France, mais même avant. J'ai eu la chance, il n'y a pas longtemps, d'avoir fait une chronique sur Gien. Et il faut que vous sachiez qu'ici, vous êtes dans ce que Jules César appelait l'omphalos sacré des Gaulois. Vous êtes à l'épicentre. Déjà, vous êtes à la confluence des 4 plus grosses tribus gauloises. C'est pas vrai. Les Arvernes, c'était pas les plus puissants. D'accord, il y avait Vercingétorix qui a tenu tête, il s'est fait défoncer d'ailleurs, un peu trahi par les Bourguignons. Il y en a dans la salle, toujours celui. Je dis ça, je dis rien, mais les Bourguignons, hein, c'est les plus gros traîtres de l'histoire. On les aime bien quand même. Il n'y aurait pas les Bourguignons, Jeanne d'Arc, elle serait encore en train de se battre. Elle aurait fait toute la vallée de la Loire, là, tout le printemps des victoires, Chessy, Jargeau, elle aurait continué jusqu'à Nevers, elle serait descendue jusqu'à Anne. Mais calme-toi, c'est bon, on a gagné. Non mais voilà, les Bourguignons, quoi. Mais bref, c'était quand même les Éduins, les Sénons, les Carnutes, les Bituriges, les plus puissantes tribus gauloises. Et ici, on est à la confluence de tout ça. On est à la confluence. Et voilà pourquoi Jules César, il parle d'omphalos sacré. Et vous savez où il était l'omphalos? Le lieu magique, là où tous les druides, dans Astérix, vous l'avez lu, avec Astérix, là, avec les Carnutes, là, c'est dans la Serpe d'Or, non? Ils viennent tous du côté de la forêt des Carnutes. Une fois par an, c'est une assemblée un peu politique, où les Gaulois, qui étaient tous divisés, hein, ils n'étaient jamais d'accord entre eux, les Gaulois. Il y avait 100 tribus. Hein, on va pas tous les nommer, hein, mais les Atuatuques, les Médiomatriques, les Bélaves, les Ségutiens, bah, bref, ils passaient leur temps à se taper sur la gueule. Hein. Ça n'a pas changé, hein, c'est comme aujourd'hui. Hein. Mais il y a quand même un moment dans l'année où ils se disaient, bon, on parle la même langue, on a les mêmes dieux, on va essayer de se mettre d'accord sur un projet. Et donc on confiait ça aux druides. Et donc les druides, un petit peu les représentants spirituels du clan, ils allaient dans la forêt des Carnutes. Mais elle n'était pas à Chartres, la forêt des Carnutes. Les Carnutes, ça allait jusqu'ici, hein. Il y a 3 lieux. Il y a 3 lieux qui sont hypothétiquement peut-être l'épicentre dans une forêt où les Gaulois venaient chaque année pour les druides pour discuter des destinées un petit peu de toutes les tribus et de cette Gaule qui était menacée notamment par les Romains à la fin de l'Antiquité, au début de pendant l'Antiquité. Les 3 lieux, c'est Saint-Gondon. Je crois pas que ce soit dans le Loiret. Ah ben voilà, Saint-Gondon. Neuvy-en-Sullia. Ah oui. En face, c'est vert. Voilà. Et le 3e, Saint-Benoît-sur-Loire.
L'omphalos, quoi qu'il arrive, l'omphalos sacré des Gaulois, l'épicentre des nations gauloises qui faisait si flipper Jules César, c'était pas Vercingétorix, c'était ici. Et ben c'était là. C'est là où on est aujourd'hui. Vous êtes à l'épicentre, on est au point zéro de, j'ai envie de dire, le poste de commandement, le quartier général des Gaulois. C'est pas de la quiche quand même. C'est hyper important. Et dans les illustres, puisqu'on est encore à Saint-Benoît, il y a un personnage qu'il faut absolument, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut absolument le rajouter. C'est, moi j'adore le haut Moyen-Âge. Le haut Moyen-Âge, ça fait un peu flipper. Là, on a vu, il y a Alcuin, voilà, bon, Alcuin. Mais le Moyen-Âge, ça fait flipper, c'est une période qu'on maîtrise pas. C'est une période où il y a très peu de vestiges. Pourquoi? Tout simplement parce que de Jules César, même Vercingétorix, mais bon, lui, il a pas eu une grande destinée, mais à Clovis, jusqu'à Charlemagne, il faut attendre Capet pour que ça change, les mecs, ils se prennent pour des Césars, hein. Nos seigneurs, les rois, les empereurs, ils se prennent pour des Césars. Ils ont tous les signes de l'Empire, ils essaient pas d'être iconoclastes, ils essaient pas de changer des traditions, des habitudes, des codes, des lois. Ils se mettent à parler latin. Charlemagne, il a passé sa vie à essayer d'apprendre le latin, il était passionné, le mec, il était allemand, ça se comprend, tu vois, je veux dire. Quand tu sais que papillon, ça se dit Schmetterling en allemand, c'est sûr que pour draguer, t'as envie d'apprendre une autre langue, hein, parce que c'est mort. Mais donc, ils étaient passionnés par les latins, par le code latin, par la romanie. Ils étaient romains, ils se prenaient pour des Césars, des empereurs. Et pourquoi je dis ça? J'ai tendance à me perdre des fois. Personnage à ajouter. Non, mais voilà, il faut ajouter un de ces personnages. C'est qu'à l'époque des Carolingiens, voilà, c'est ça que je voulais dire. On construisait rien finalement. On était encore dans le goût de l'antique. On était encore dans des principes de basilique, dans des structures qui suivaient l'Empire romain. Donc il y a peu de vestiges. Les vestiges des Mérovingiens, par exemple, ça s'est quand même étendu sur 300 ans. Il y en a très peu. Des vestiges carolingiens, ça se compte sur les doigts d'une main. Sérieux, hein? Et encore, en hauteur, ça se compte sur les 3 doigts de ma main. Tu vois? Il n'y en a pas. Mais il y en a un. Le plus beau vestige carolingien debout. Franchement, j'ai fait toute la France, je vous assure. Hein, j'arrête pas. Ça fait 4 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube à toute berzingue où je raconte l'histoire des villes de France à fond la caisse. Je me suis donné pour défi, comme Jean Lassalle, de faire 300 villes avec mon bâton de pèlerin. 300 villes, j'en ai fait à peu près 70, j'en ai fait 2 dans le Loiret. Pour l'instant, j'ai eu la chance de faire Orléans. J'ai commencé d'ailleurs par Orléans. Ma première chronique, c'était Orléans. Je vous l'ai dit, tout commence par le Loiret. Et là, je viens de sortir Gien. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à toute berzingue. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder mon nombre d'abonnés. On est quoi là, une petite centaine? Bon ben voilà, donc là, 520. Voilà, donc on va regarder l'évolution. N'hésitez pas à utiliser votre téléphone, sinon je risque de partir plus tôt que prévu. 520, donc pour l'instant personne n'a réagi, mais je vous fais confiance. Le Loiret, vous êtes dynamique les gars? 520 toujours. Hein. Bon ben je vais continuer la suite de cet entretien en tchèque. Hein. Si vous voulez que je reparle en français, il faut vous abonner. Hein. 520 toujours. Bref, non, l'oratoire carolingien de Germigny-des-Prés. C'est certainement le plus beau vestige d'une époque qui a duré pendant 300 ans à peu près. Charlemagne et ses successeurs, on va dire jusqu'à Hugues Capet. Eh bien, pendant 300 ans, il y a peu de traces en France. Et mais vous en avez une qui est sublime, qui est à 5 bornes d'ici. L'oratoire de Germigny-des-Prés. Et en plus, l'oratoire de Germigny-des-Prés, il nous raconte un personnage génial, brillant, un tueur. Et à la place, le gars, c'est un immigré. C'est un Gaut, un Visigoth. Donc il n'a rien à voir avec les Francs. Il est du Sud, hein, lui, hein, il est plutôt, voilà. Mais il est hyper brillant. Il est hyper brillant, c'est un abbé, il enseigne plein de trucs, il est raffiné, érudit, incroyable. Charlemagne le prend sous son service. Et il va devenir le plus prestigieux des missi dominici de Charlemagne. Tu sais, on a tous appris ça à l'école, les missi dominici. Les mecs qui allaient surveiller l'Empire, qui allaient faire en sorte que les volontés de l'empereur soient bien respectées. C'est les premiers mecs qui ramifient un peu le territoire. C'est les ancêtres des préfets, hein, les ancêtres des prévôts, etc. Eh bien, le plus prestigieux d'entre tous, il s'appelait Théodulphe. Et Théodulphe, il a été abbé ici, à Saint-Benoît, et il a été à Germigny-des-Prés, où il avait sa résidence, où il avait son église privée, sa chapelle, qui est la future, ce qu'allait devenir l'église de Germigny-des-Prés. Il y a une histoire incroyable ici. Et ce Théodulphe, bon après il est tombé dans la disgrâce, on l'a accusé, complot, on l'a accusé d'avoir trahi Louis le Pieux, qui était le fils de Charlemagne, et on l'a accusé d'être au service des Lombards. Donc le gars, il a fini en prison. Voilà, et il est mort en prison, je crois, en 820 et quelques. Mais il a habité là. Et le Loiret, c'est central. C'est vraiment, on est à la convergence, à la confluence de notre grande histoire. Mais c'est partout. Et comme vous l'avez dit, c'est diffus.
Ça touche pas que les grandes routes, c'est pas que sur la Nationale 20, c'est pas que le long de la Loire, c'est partout. Et en invitant à découvrir cette route des illustres, eh bien, ça va permettre aux gens d'aller à la rencontre de trésors, de merveilles, d'histoires qui ont été écrites par les hommes, pour les hommes, au service des hommes, et qui petit à petit ont façonné notre beau pays. Et je crois que c'est le but de cette magnifique aventure qu'est la route des illustres, c'est de piquer notre curiosité, d'éduquer un tout petit peu notre regard pour prendre les chemins creux. Parce que comme le disait l'immense Jean Rochefort, il n'y a pas de pas perdu. Et il n'y a rien de plus agréable qu'un chemin creux, parce que si on ne sait pas où il va, on sera vraiment, quoi qu'il arrive, pas déçu du voyage. Et c'est des formidables aventures à vivre. Voilà, donc c'est ce que ça nous permet. Suivez le fil, suivez la route, construisez votre propre route. Il n'y a pas de route écrite, elle n'est pas linéaire comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle est échevelée, elle va être au rythme de vos désirs, de votre enthousiasme, de vos envies, de votre temps, de vos possibilités, et de toute façon, où vous alliez, ça vous donnera envie d'aller vers un autre point. Vous êtes comme des pèlerins de Saint-Jacques, quoi. Il n'y a pas de pèlerinage imposé, à vous de vous faire votre propre choix, et vous allez voir qu'il y a des sacrées petites pierres, du petit pousset, des sacrés trésors à découvrir pour comprendre votre histoire, et la savourer 2 fois plus, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, aimer son passé, aimer ses illustres, c'est pas le repli identitaire comme j'ai pu l'entendre. Moi, je me suis fait défoncer pour ça. Ah, il aime l'histoire, hein, il aime mieux la France d'avant. Hein. Pas du tout. Je vous l'ai dit au début. Si j'aime l'histoire, c'est parce qu'elle me permet de savourer 2 fois plus mon présent. Je la découvre avec mes pieds, l'histoire. C'est le quotidien qui me plaît, c'est le présent, c'est pas le passé. Et en allant à la recherche de notre passé, finalement, c'est pour mieux décrypter le présent. C'est le mode d'emploi de notre présent. Donc vous avez rendez-vous avec votre présent, avec votre mode d'emploi. C'est la route des illustres. Voilà. C'est le mode d'emploi, et avec ça, vous serez 2 fois mieux armé pour mieux le savourer et mieux le vivre, et dans le Loiret en particulier. Voilà.